Ici Brigitte Fouineuse-Bélanger qui vous entraînera dans les prochaines minutes dans un monde bien particulier, le Twilight Zone pratiquement. Non, c'est le salon des antiquités ici au Centre des Congrès. Alors suivez-nous, on a plein de belles découvertes à vous faire faire. Alors j'ai un invité très prestigieux à mes côtés, il s'appelle Jerry. Bonjour Jerry. Bonjour, Brigitte. Ça va bien Jerry? Oui, ça va très, très bien. Qu'est-ce que tu fais tous les vendredis soirs, toi? J'écoute l'émission Plaisir. Ah, c'est bien, Jerry, c'est bien. Vous voyez, il est déjà habitué. Non, pas de farce, pas de farce. Lui, il date des années 40 ou à peu près. C'est un personnage célèbre, cousin de Charlie McCarthy, c'est ça? L'espèce de marionnette que vous connaissez peut-être, qui a été rendu célèbre par un humoriste dont le nom m'échappe et qui est un excellent ventriloquiste. Ventriloque. Effectivement, j'ai beaucoup de cours à prendre, autant sur la langue que sur le ventriloquisme, la ventriloquie comme telle. Alors voilà. Bonjour, bonjour, je ne peux pas l'appeler Charlie. Jerry. Bonjour, Jerry. Bonjour. Plein de découvertes intéressantes à faire ici, toujours au Salon de l'Antiquité. Il y a un kiosque de M. Griffith ici, de brocante antique. Bonjour, M. Griffith. Bonjour. Vous avez plein de choses intéressantes, des belles choses, mais aussi des choses inusitées, évidemment. Comme par exemple ces objets ici que l'on voit, ces espèces de cornes. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont les bronzes de, je crois, le sud d'Allemagne. Sont des choses qui peut s'exposer assez bien dans un grand salon. Oui. Avec des autres choses en laiton, n'est-ce pas, comme celle-là. D'accord. Est-ce que ça avait une utilité, ça? Ça date de quelle année à peu près? Ça date... Les années, alors je peux donner les années exactes ici. Oui, presque la fin du siècle. La fin du siècle, OK. Puis ça servait à quoi, ça? Est-ce que c'est juste une décoration ou si ça avait une utilité? C'est juste une décoration. J'ai trouvé des objets vraiment le fun ici. Comme ça, par exemple, c'est un ancien sablier. Alors, c'est fait avant que le sable existe. Ça. Alors, on virait ça de côté et quand la boule tombait à l'envers, comme ça voulait dire que le temps était écoulé. Alors, vous voyez, ça ne laissait pas grand temps pour faire une recette. Première des choses. Ici, c'est un ancien batteur à œufs, un ancien fouet, voyez-vous. Vous preniez ça pour battre les œufs. C'était merveilleux, ça diluait le tout. Ça ici, ça servait à quoi? Non, ça pourrait servir, ça servait à écraser les noix. Si on prenait ça et clac, on écrasait les noix. Et puis ça, c'était pour un plus gros, ça, probablement, pour les grosses noix dures, là, vous savez. C'était ça. Et ça, c'était pour quoi, ça? Ça, c'était pourquoi? Ça, c'est l'ancêtre de la cuillère, en fait. Là. Vous savez, les folkloristes là, qui jouent de la cuillère, là, ils tapaient ça ensemble, mais ça faisait de la belle musique. Voilà, comme ça. Et ensuite, ça ici, c'est une ancienne tasse à mesurer, probablement. Regardez ça. 65 $ quand même. Hein? Puis on n'a même pas la mesure exacte là-dessus. Il ne fallait pas être trop exigeant. On papotait plutôt au pif. Au pif, puis des grosses cuillères à bois. Ça ressemble à de la cuisine. Et bien ça, c'était pour probablement pour vider des lapins ou quelque chose comme ça. C'était assez sadique en fait comme instrument. Voilà, le tour de la cuisine antique. Ça, c'est l'ancêtre du Chesterfield. En fait, il fallait pas avoir les fesses trop sensibles parce que, comme vous voyez, c'est fait en bois totalement. C'est assez dur. Non, pas de faire. C'est pas l'ancêtre du Chesterfield. Ça date à peu près 1860 environ. Et c'était utilisé dans les salles de cours. J'entends la cour et non pas les cours des églises ou des choses comme ça. Et en anglais, ça s'appelle un Deacon's Bench. Alors, si vous connaissez la traduction, appelez-nous. Moi, j'ai aucune espèce d'idée. Personne qui peut m'aider ici avec la traduction, mais c'est un bien beau bain. Puis je sais pas, ça me tente d'essayer, mais non, je pense que je vais me retenir. J'ai le goût d'essayer de voir si ça glisse, mais laisser glisser jusqu'à l'autre bout, mais on oublie ça. C'est l'heure du sport. Le sport plus antique, entendons-nous. Et j'ai à mes côtés Suzanne Lafrance qui va m'expliquer un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans son kiosque. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez des raquettes, vous avez ça, un tambour, ce qui m'apparaît être un tambour. C'est une boîte de tam-tam. En fait, nous nous spécialisons dans tous les objets qui concernent la nature, les sports, donc la chasse, la pêche, la culture amérindienne, l'art populaire qui se greffe à ça, comme par exemple des sculptures naïves. Oui. Tout ce qui
tourne autour, si vous me passez l'expression, la nature et les sports. D'accord. Et puis, c'est ça, c'est pas seulement les sports non plus, il y a aussi, Bien sûr, comme vous dites, les oui, arts. les objets amérindiens, entre autres les couteaux croches. Couteaux Oui, croches. c'est ainsi qu'on les nomme parce que soit la lame est recourbée ou encore le manche, comme celui-ci, ça se tient de cette façon-là et on travaille vers l'intérieur. Ce sont les Amérindiens qui utilisaient ce type d'outils dans leur vie quotidienne. Ah bon? Alors, ils fabriquaient aussi bien, les paniers d'écorce de bouleau que vous avez ici, les fûts de raquettes, des objets comme la boîte pour transporter le tam-tam. C'était vraiment leur outil quotidien qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Ah bon? La lame était souvent fabriquée à partir d'une vieille lime qu'ils récupéraient et retransformaient en lame de couteau. Et c'était utilisé dans quelles années, ça, environ? C'était utilisé dès l'arrivée des Blancs. Ils ont recyclé les matériaux des Blancs pour se fabriquer des couteaux. Et jusqu'au début de ce siècle, ils en ont fabriqué. Ça y est, j'ai trouvé l'objet qu'il vous faut absolument, absolument. Ça date de 1890. Et voyez, c'est fonctionnel, c'est merveilleux. Un lavabo moderne. Un lavabo tout à fait moderne, regardez. C'est juste à pomper votre eau comme ça tous les matins à la Émilie Bordelot. N'est-ce pas? C'est merveilleux. Et puis, pour prendre un bain aussi, parce qu'en fait, il est assez grand pour presque... Vous pouvez presque vous asseoir dedans, en fin de compte. Regardez ça. À quoi vous pensez, est-ce que ça sert, cet objet inusité? Moi, au début, je pensais que je me suis dit, c'est un presse-ail. Hein? C'est logique, on met l'ail là-dedans, on l'écrapoutille et ça donne de la bouillie d'ail, finalement. Mais ça a l'air, c'est pas ça. C'est pour couper le bout des chandelles. Voilà. Alors, on servait de ça et ça coupait le bout des chandelles. C'est merveilleux. Et je veux juste vous montrer quelque chose aussi. Ça vient avec le petit quoi, donc? Je suis tombée sur une jolie collection de petites boîtes. Ça semblerait être quoi, pas de l'étain ou de l'or, Madame Tabac? Qu'est-ce que c'est? C'est un métal blanc qui est doré et ça date à peu près 1900. C'est le style Art Nouveau. Et ça sert à quoi exactement? Ça serait pour les bijoux, les petites choses de collection. C'est le soie en dents. Et, C'est la collection qui vient ensemble, j'imagine. oui, c'est une dame qui a collecté les bois depuis 50 années. Et maintenant, elle a décidé de la vendre toute la collection. Vendre la collection. Et avec ça, ici, il y a un petit appareil. Ça, c'est des longues vues, c'est ça, quand on va au théâtre, j'imagine? C'est très... En nacre. C'est très joli. Regardez-moi ça. Ça fait très élégant. Ça fait... Il me semble avec la grande robe, avec ça et les petits gants, n'est-ce pas? J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, ça fait mal. Mais là, messieurs, ça pèse à peu près 50 livres. Ce que j'ai sur la tête, ça a été utilisé en 1860 à peu près. Et regardez la couette ici, là, de cheval, littéralement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Et c'est pesant. Mais l'affaire, ce qu'il faut que je vous explique, c'est que là, à ce moment, ça tient par la peur parce que la forme du chapeau n'est pas la même que la forme de ma tête. Alors, il y en a un des deux qui est croche. Je vous laisse le faire deviner c'est lequel. À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. Plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. Sur les ondes de Roger. À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. Plaisir sur les ondes de Roger. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés un des piliers, vraiment un des grands piliers de la chanson québécoise d'il y a 30 ans et de nos jours aussi. Monsieur Sylvain Lelièvre, bonjour. Bonjour. Votre carrière, elle est superbe, cette carrière-là. Elle dure depuis 30 ans. Elle s'est faite tout doucement, on dirait. Elle a une évolution toute douce, mais non moins solide. Bien, j'ai rien fait pour ça. Ça s'est passé comme ça. C'est pas le genre de métier où on peut, comme en affaires, établir des plans de carrière. De toute façon, c'est un mot que j'aime pas. J'aime pas ça, carrière. Il y a le mot arrière dedans, d'abord. J'avais pas vu ça comme ça. Mais... Alors, peut-être ça explique déjà un petit peu pourquoi l'attitude
L'attitude que je décris, peut-être ça explique un peu pourquoi, oui, ça s'est fait derrière les panneaux publicitaires. Puis je crois que c'est ce que vous tentiez d'éviter toujours. Vous n'étiez pas quelqu'un nécessairement qui endossait la grosse machine du show business ou quoi que ce soit. Ben, il ne s'agit pas de l'endosser ou de la répudier. J'ai rien contre. J'en fais partie d'une certaine manière. Puisque, bon, je fais des disques. Ces disques-là sont distribués par des maisons officielles. Je fais des livres aussi. On ne peut pas dire que je ne sois pas dans le système, puisque c'est le sens de la question. Mais j'y suis à ma manière. Et on dirait que de plus en plus de gens de ce milieu-là comprennent cette manière-là, comprennent que chacun n'a pas la même route. Je pense que ce qui fait l'intérêt d'un artiste, surtout d'un créateur, c'est qu'il soit différent. Oui, absolument, qu'il se distingue. Et non pas qu'il ressemble qu'il soit la copie de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une petite tendance naturelle dans n'importe quel genre d'entreprise. Surtout quand on se met à définir les artistes comme des produits, à vouloir, je dirais pas les robotiser, mais à vouloir les amener à se ressembler beaucoup. Mais de plus en plus de producteurs sont conscients que ça mène nulle part, finalement. Non, c'est vrai. Puis de toute façon, vous avez tellement des textes, des chansons qui sont solides, qui traversent bien les époques, qui sont intemporelles, en fin de compte. Lorsque vous avez écrit Marie-Hélène, Petit matin, ou ce sont tous des textes qui demeurent et qui donc sont encore actuels, même quelques années, plusieurs années, en fait, une vingtaine d'années. Est-ce que j'ose dire après, à peu près? Marie-Hélène, 1976, Petit matin, 74. Alors, c'est dans ces coins-là. Oui, c'est ça, c'est pas mal. Oui. Mais c'est que quand j'écris des chansons, j'aime bien les travailler peut-être un petit peu plus longtemps pour leur donner la chance, justement, de tenir la route. Et puis c'est intéressant comme interprète, parce que là, évidemment, la chanson est écrite depuis 20 ans, je suis devenu l'interprète de ces chansons-là. C'est intéressant de voir comment elles vivent aujourd'hui, parce que les mots n'ont pas tous la même résonance avec le temps. On peut les associer à différents événements. Oui, je ne sais pas si Marie-Hélène écoute encore les Beatles. Mais pourquoi pas? On a tendance à revenir parfois, justement, les Beatles qui viennent de sortir un album live de BBC. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que... Mais elle serait plus en mobilette, par exemple. C'est une mode qui n'existe plus. Je pense que Marie-Hélène mettrait des sous de côté pour s'acheter une petite Géométro, quelque chose quelque chose comme ça, décapotable. Et puis, de toute façon, je suis pas certain qu'à 20 ans, elle aurait quitté le domicile de ses parents, parce que ça se fait moins aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il y a certaines époques, mais... Par contre, cette histoire-là, puisqu'on parle du personnage de Marie-Hélène, séduit le public, je ne dirais pas adolescent, c'est un petit peu plus vieux que ça, le public qui a 20 ans et qui, dans le fond, se dit, oui, ça devait être agréable de partir de chez soi, puis d'apprendre à vivre seul. Vivre ses tripes, d'une certaine façon, si vous permettez l'anglicisme. Mais certainement. Je lisais dans un des articles qu'on a tendance surtout à reconnaître plutôt vos chansons que vous. Je lisais une journaliste qui écrivait « Je suis certaine, si je faisais un sondage, que tous les Québécois connaissent au moins une chanson de Sylvain Lelièvre sans en être trop conscients. » Est-ce que ça vous plaît, ça? Mais en réalité, c'est moi qui l'ai dit. Ah, c'est vous qui l'avez dit! Bon, bien, on vous a cité, c'était pas indiqué, d'accord? Donc, ça vous plaît? Ben, je crois que mes chansons sont plus connues que moi. Oui, ça me plaît assez, oui. Comme ça fait quelque chose à découvrir. Mais remarquez que ça n'empêche pas votre public de vous suivre fidèlement, parce que vous êtes en vedette ce soir à la Maison Maxime. Vous étiez des rendez-vous de la nouvelle chanson l'an dernier avec un spectacle un peu remodelé. Vous avez redonné un peu une nouvelle vie à d'anciens succès, un son jazzé, bluesé, ce qui vous va très, très bien, je dois le dire. Mais il y a des nouvelles chansons aussi, hein? Ah oui? J'essaie de ne pas être trop paresseux. Vous écrivez tous les jours, c'est ce que j'ai lu? Ben, présentement, non, parce que je fais une tournée assez importante. Ah bon? Et ça m'attriste un peu, mais j'ai pas le temps. Est-ce qu'on perd le réflexe d'écrire quand on arrête comme ça un bout de temps? Est-ce que c'est plus difficile de recommencer? Non, ça fait trop longtemps. Quand je dis que j'écris pas tous les jours, j'écris quand même un petit peu. Oui. Non, quand on écrit depuis longtemps, ça se perd pas plus que
savoir aller à vélo ou savoir nager. C'est comme un réflexe chez vous, inné. C'est dans vos C'est dans un vos besoin. veines. C'est Oui. un besoin. C'est un besoin. Qu'est-ce qui arrive s'il n'est pas assouvi, ce besoin-là? Ah, Vous en c'est souffrez? c'est triste. Hein? Là, c'est une maladie. C'est le syndrome de la page blanche. Ah oui! Oui, j'en ai entendu parler beaucoup de ça. Il semblerait que c'est assez répandu. Mais il y a la satisfaction. Quoique, dans mon cas, la page reste pas blanche très longtemps. Je préfère écrire des choses qui sont pas très bonnes plutôt que rien écrire. Des choses qui ne sont pas très bonnes, j'ai de la difficulté à croire que vous pourriez écrire des choses qui ne sont pas très bonnes. Non, mais ça veut pas dire que je vais les chanter ou les publier, mais je me dis que c'est au fil de la plume qu'on trouve une bonne idée. Des fois, c'est à la fin de la deuxième page qu'on trouve, oups, le petit vers qui va devenir le refrain. Mais si on n'avait pas écrit les 2 pages précédentes, rien ne serait arrivé parce que l'inspiration, c'est une dame très capricieuse qui ne vient à table que si on met la table. C'est vrai, c'est bien dit, ça. Je pense que vous avez des dons pour faire de très belles tables, Monsieur Lelièvre. Mais dites-moi, que vous me disiez, bon, lorsque vous êtes sur la route comme ça, c'est plus difficile d'écrire, mais il y a la satisfaction d'être sur scène. Ça vous plaît, ça aussi? Ah ben oui, ça me plaît énormément, surtout depuis qu'on travaille en trio avec Vic Angelillo et Gérard Mars. On a développé un type d'interaction qui fait que chaque spectacle est nouveau. On joue jamais tout à fait de la même manière. Il y a place à improvisation. Énormément, Oui. énormément. Et puis, ça nous permet aussi de s'offrir des coups de cœur, comme ce qu'on fait ce soir à la Maison Maxime. Pas souvent, mais quand même 3 ou 4 fois dans l'année, j'ai tenu à venir chanter dans des boîtes à chansons où il y a peu de public. Enfin, c'est petit public, je dis il y a peu de public, c'est plein ce soir, mais en fait, Oui. ça reste une salle très intime. J'y tiens beaucoup. J'ai commencé là-dedans, puis il y a une sorte de retour aux sources quand on joue dans des salles comme celle-ci. C'est l'endroit le plus difficile. C'est plus difficile de chanter dans une petite salle que de chanter dans... Le contact doit être très, très direct là, avec le public. Vous C'est pouvez rien ça. cacher. Si on n'est pas en forme, ça se voit tout de suite parce que la première spectatrice est à peu près, non, à peine plus loin que vous l'êtes. Alors, si on ne peut pas tricher... on ne peut pas faire semblant qu'il y a une émotion quand il n'y en a pas une. Non, non. On ne peut pas jouer avec les éclairages. C'est la chanson qui doit être bonne et le chanteur et les musiciens. Bienvenue dans le merveilleux monde de la haute couture. Ici Brigitte Bélanger à l'école Richard Robinson. C'est une école de mode. Et je suis ici pour parler aux élèves. C'est dans le cadre de la journée porte ouverte. Alors suivez-moi, on va faire plein de belles découvertes. Je me trouve présentement dans la salle où les étudiants dessinent et mettent sur papier, en fait, leurs idées de création qui vont devenir peut-être, qui sait, un jour de très, très grands vêtements de grande renommée. Et pour m'en parler plus longuement, j'ai à mes côtés Maria et Nicole. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la salle ici, ça me semble petit. Est-ce que la quantité d'étudiants que vous avez est restreinte ou les cours à la fois se donnent à un petit nombre d'étudiants en même temps, c'est ça? Pour le temps plein, on limite à environ 20 personnes par classe. Et puis cette année, dans le groupe de première année, on a 3 groupes de 20 et puis on a aussi 2 classes de deuxième année. D'accord. Est-ce que c'est un cours qui met l'accent sur vraiment la créativité ou si vous avez des techniques de dessin avant tout? On a les techniques de dessin, mais ils ont beaucoup de créativité. C'est ça qui est très important aussi. Il faut vraiment qu'ils développent aussi beaucoup de créativité et aussi de style. Hein? On monte la base, donc il y a beaucoup de style qu'ils mettent dans leur dessin. Est-ce que vous imposez, disons, un style de vêtement? Alors aujourd'hui, dessinez-moi, je ne sais pas, des maillots de bain. Alors tout le monde dessine des maillots de bain. On en fait aussi. Donc pour donner plus de créativité, là, de style, oui.
Et puis, j'imagine que les étudiants qui viennent ici, on en parlait tout à l'heure avec une autre professeure, c'est l'imagination est un point très important. La créativité est une qualité importante chez l'étudiant qui veut justement faire carrière dans le dessin de la mode. C'est ça, oui. On essaie de regrouper des gens qui ont vraiment un grand intérêt dans la mode, puis qui ont un sens de créativité, c'est sûr. Puis, oui. Alors, j'imagine, je vois des dessins de costumes ici. Est-ce que c'est un cours plus avancé? Ça, c'est un cours d'histoire du costume où est-ce qu'ils apprennent tout ce qu'il y a de l'évolution du costume. Et puis, ils doivent aussi s'inspirer, pour un des projets, ils s'inspirent de l'histoire du costume pour faire une création moderne avec l'idée de l'histoire. Alors, peut-être, évidemment, éventuellement vendre les costumes au CNA, peut-être, pourquoi pas? Ça arrive des fois? Il y en a qui vont plus dans les costumes de théâtre une fois qu'ils graduent ici. À côté de moi, Rochelle, qui est étudiante en première année ici à l'école Richard Robinson. Bonjour. Bonjour. Explique-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Je vois que tu fais des dessins, des graphiques, en fait, de compte, sur du papier transparent. Oui. On apprend à faire les patrons, à les modifier de la façon qu'on veut. Et puis, là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai comme une image que tous les élèves dans la classe vont développer. D'accord. Donc, en nous donnant les détails puis l'information nécessaire, on vient à bout de développer le patron avec tout l'entoilage, la doublure, tous les morceaux nécessaires pour faire le morceau. OK. Puis vous avez des indications à mettre justement où placer les boutons, les crans, ces choses-là? Tous les détails doivent être dessus les morceaux de patron. Et puis ça, est-ce que c'est seulement une étape qui va vous amener, une fois que le patron va être fait, qui va être bien fait, qui va être corrigé, est-ce que vous allez devoir fabriquer cette pièce de linge-là? Non, ça, c'est surtout la première année, c'est seulement pour vraiment apprendre, puis développer, puis comme connaître toutes les sections, les cours, les processus. Oui, c'est ça. La première année, c'est surtout pour apprendre ces choses-là. Donc là, après qu'on a fini de développer ce morceau ici, on va en apprendre d'autres. OK, alors de plus en plus compliqué, j'imagine. Oui. D'accord. Et puis c'est le vêtement féminin uniquement? Nous autres, disons, la première année, c'est tout ce qu'on a appris jusqu'à date, là, mais je suis sûre qu'on va apprendre à développer les vêtements, parce que je pense de toute façon que les vêtements féminins sont un peu plus élaborés au niveau de... C'est ça, alors une fois qu'on connaît le féminin, on peut facilement aller au masculin et aux vêtements d'enfants. J'ai à mes côtés Mme Thérèse Letarte, qui est enseignante ici à l'école Richard Robinson. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Quel cours est-ce que vous enseignez? J'enseigne la haute couture et la lingerie. La lingerie, mon Dieu. Est-ce que c'est une tâche qui demande beaucoup d'étapes, j'imagine? C'est quelque chose de très long. Définitivement. La haute couture, c'est pas vraiment de la couture rapide, mais c'est de la très belle couture. Alors, on commence avec la jupe non doublée, qui est avec plein de biais comme finition. Ça, c'est pour la première session. La deuxième session, on fait une robe. La robe, elle est doublée. Et puis, la troisième session, c'est un tailleur, un véritable tailleur avec jupe ou pantalon. Et la quatrième session, c'est un manteau d'hiver. Dites-moi, Madame Letarte, ça prend beaucoup de patience, entre autres, pour être élève ici? Oui. Énormément. Ça prend beaucoup de patience. Puis il faut vouloir aussi. Il ne faut pas se décourager en cours de route. Le cours est un cours fantastique, formidable, mais il faut y mettre du sien. Les professeurs sont bons. Il faut vraiment, surtout en couture, ça demande de la pratique. Je ne peux pas me prononcer pour le croquis de mode ou les autres choses, mais ils ont vraiment besoin de pratique en couture. Quels sont les autres prérequis pour être un bon étudiant ou en fait devenir talentueux? C'est sûr que ça prend un minimum d'imagination, mais quelles sont les autres qualités que vous recherchez ou que vous reconnaissez chez vos étudiants? La personne qui est perfectionniste, c'est fantastique. Oui. On recherche la perfection, puis en haute couture, c'est le but de la haute couture. Un vêtement qui est super bien taillé, qui est super bien ajusté à la personne et très bien cousu. Alors, ça demande vraiment d'être perfectionniste. Puis, la créativité, ça nuit pas. Est-ce que, parce qu'à un moment donné, on voit tellement de choses qui se font au niveau de la haute couture, on voit par exemple les parades de mode des designers comme Christian Dior et tout ça, ce sont pas vraiment des vêtements qui se portent, justement. La femme moderne ou l'homme même moderne ne se promènera pas nécessairement avec ces vêtements-là sur la rue. Justement, quelle est l'utilité finalement d'un cours de haute couture, étant donné que c'est vraiment un minimum
de gens qui pourront se payer ces créations. Exactement. Mais quand on sait fabriquer un vêtement haute couture, on peut toujours couper les coins, faire un prêt-à-porter de qualité. Puis là, c'est ça, là, quand on connaît la plus belle couture, c'est plus facile de baisser notre standard un peu, mais de le monter, notre standard, on ne peut pas. Alors, les étudiants ici auront un choix. Peut-être qu'ils auront une, deux, trois, plusieurs clientes haute couture, mais ils auront sûrement beaucoup de personnes qui sont intéressées à payer un prix raisonnable pour un prêt-à-porter de qualité. Alors, une autre étape ici dans le long processus de la couture, en tout cas, ça me semble long. J'ai Virginie à côté de moi qui est en train de travailler avec des pièces qui vont probablement devenir un vêtement, je présume, Virginie? Oui, c'est ça. Je veux faire un tailleur, un peu comme cintré à la taille. Oui. Là. Mais je n'aimais pas comment mon devant tombait. D'accord. Alors, je l'ai décousu. Je vais refaire un patron complet, un peu comme ce que les autres vous ont sûrement expliqué. Oui. Là. Je vais retracer, puis c'est ça, je vais le reposer ensuite, quitte à obtenir le résultat que je veux. Là. Veux-tu m'expliquer à quoi ça sert? C'est des fils que tu as appliqués? Oui, ici, c'est qu'il y a des couches d'entoilage ici. Oui. Parce que mon tissu est tellement mince, puis je veux lui donner beaucoup de structure, beaucoup de forme. Donc, les autres couches que j'ai appliquées, ben ça lui donne la forme, ça le rend plus rigide. Ouais. OK. Est-ce que c'est pas ta première année que tu étudies ici? Toi, tu es déjà... C'est la première année? Ouais. Ah oui? Ouais. OK. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? J'aimais l'atmosphère de l'école. Je trouvais ça intéressant. J'avais fait une autre année ailleurs, mais j'aimais beaucoup l'entre-gens que les gens avaient, là, puis le dynamisme.